Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à tous. Merci d'être là donc pour le début de ce cycle consacré à Brian De Palma. Alors, pour moi, c'est la première fois que je vais animer un cycle en fait, sur une année entière. Donc voilà, soyez indulgents. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais prendre un petit peu plus de temps là au début de cette séance, bien sûr, puisque voilà, pour introduire tout ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Jean-Paul Lançon, je suis le programmateur cinéma du Centre des Arts. Et donc peut-être deux mots aussi pour vous dire finalement pourquoi De Palma, parce que il n'y a pas justement de ressortie cette année comment dire, au niveau national de ces films. Il n'y a pas d'actualité, comme on dit, il n'y a pas d'anniversaire. Et en fait, il y a juste une envie personnelle de montrer ces films, et je trouve ça finalement bien suffisant. Et c'est un geste aussi, ça, de programmation, de dire que finalement, de ne pas forcément être toujours à la remorque de l'agenda médiatique. Voilà, donc donc c'est pour vous dire que ça vient de quelque chose d'assez personnel. Donc, alors, par rapport au cycle donc De Palma, je pense que vous avez tous vu probablement un ou deux films, voire tous les films peut-être de Palma. Celui-ci, évidemment, n'est pas très connu, et j'ai choisi de commencer avec celui-là parce que, pour moi, il synthétise un petit peu son travail dans les années 60, qui n'est pas très connu et qui est quand même assez important, et qui évidemment, est en lien avec tout ce qu'il a fait après, mais qui est assez différent. Et puis, on n'a que 9 séances, donc 9 films, et donc il a fallu faire des choix, et j'ai décidé de terminer le cycle sur Carlitos Way, parce qu'à mon sens, c'est son dernier très très grand film, et peut-être aussi un de ses chefs-d'œuvre. Donc voilà un petit peu pour définir les débuts et la fin de ce cycle. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que tout le monde n'a pas le même âge ici, et juste dire quand même que De Palma, ça a été quand même un de ces cinéastes qui, dans les années 80 jusqu'au début des années 90, ont été un petit peu pestiférés, en fait, au niveau dans la cinéphilie, quand même pas mal méprisés par la critique, par la critique dominante, on va dire, et ils ont été finalement, on va dire, reconnus au cours des années 90, et par exemple De Palma a eu une rétrospective intégrale à Pompidou tout début des années 2000, et c'est véritablement Carlitos Way en fait qui va le faire reconnaître auprès de l'ensemble de la critique, et petit à petit on va réévaluer toute son œuvre. Mais c'est resté longtemps un type qui était quand même vilipendé comme une sorte de pâle copieur de Hitchcock, parce que c'est quand même ça, De Palma, vraiment sa marque de fabrique, si on peut dire. Et puis aussi quelqu'un qui verse beaucoup trop souvent dans les excès de violence, de sexe, etc. Bon, enfin, tout ça, on le reverra. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ça fait plus débat quand même De Palma, en tout cas pour la grande période. Il est passé, il a fini sa carrière là quasiment, mais en tout cas tous ses films sont désormais acceptés, et c'est une bonne chose. Je voulais donc, avant de commencer, quand même peut-être brièvement resituer De Palma quand même dans le contexte de l'époque. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont très cinéphiles et qui connaissent peut-être tout ça par cœur, peut-être d'autres pas, donc je vais essayer d'aller vite et en même temps d'être précis. Il fait partie en fait des grands cinéastes du nouvel Hollywood, qui est donc cette période du cinéma hollywoodien au cours de laquelle il y a eu un bouleversement en fait dans l'industrie. On passe d'un système de production qui était en perte de vitesse dans les années 60, qui s'est écroulé et qui ensuite donc a été repris par une nouvelle génération qui a fait des films avec des budgets différents et surtout aussi des sujets différents. C'est une sorte de nouvelle vague, si vous voulez, pour aller très très vite, qui a commencé avec Le Lauréat, Bonnie and Clyde et Easy Rider, et qui va s'arrêter en 80 avec le film de Cimino, La Porte du Paradis. Et parmi les très grands réalisateurs de cette nouvelle Hollywood, on a Coppola, Scorsese, De Palma, on les cite en général, avec aussi Lucas et Spielberg, que je mettrai un petit peu
d'une certaine manière, d'un autre côté. La particularité de ces cinéastes, c'est qu'ils sont très cinéphiles et que souvent ils ont étudié le cinéma à la fac, ce qui n'était pas le cas de leurs prédécesseurs. Mais De Palma, au sein en fait, de cette mouvance, il est un petit peu particulier quand même, parce que c'est pas qu'il n'est pas cinéphile, mais il n'a pas passé sa vie depuis l'enfance comme Scorsese à engloutir les films. À la base, De Palma, en fait, c'est plutôt un nerd fan de science. Voilà, il fabriquait des transistors, des petits ordinateurs, enfin, c'était le genre de trucs qu'il faisait chez lui. Il passait pas son temps dans les cinémas. Et d'ailleurs, en fait, ses études, en fait, il va les faire à la fac de New York, la Columbia University, en fait, en physique. Et c'est seulement après, en fait, qu'il va aller au Sarah Lawrence College pour étudier l'art dramatique. Donc, c'est même pas seulement, en fait, l'art cinématographique. Donc, c'est assez particulier comme parcours. Il faut le noter. Et on y reviendra sans doute. Il y a bonsoir. Il y a un autre élément important, mais de toute façon, au fur et à mesure des séances, je pense qu'on reviendra un petit peu sur sa biographie et sa filmographie, mais un élément biographique qui est relativement connu et qui est assez important pour comprendre un petit peu les obsessions du réalisateur, c'est qu'il y a un traumatisme dans sa famille, en fait, c'est-à-dire que lorsqu'il était adolescent, sa mère en fait a réalisé qu'elle était trompée par son mari et elle a demandé à son fils Brian, donc De Palma, de lui rapporter les preuves en fait de l'adultère, c'est-à-dire d'aller espionner son père pour prendre des photos et puis pour lui permettre d'avoir les preuves nécessaires pour divorcer. Et donc De Palma s'est exécuté, et il s'est mis dans cette position en fait d'espion voyeur, hein, finalement, et il a fini par rapporter donc les preuves voulues. Il a pris son père sur le fait, et il a été donc il a donc été à l'origine de l'éclatement de la cellule familiale. Voilà. Ouais, et donc c'est un moment assez traumatique quand même, et qui éclaire, je pense, pas mal de choses. Et de toute façon, c'est assez ironiquement une première expérience de cinéaste pour lui, qui était dans une position déjà de voyeurisme. Et donc, je dis ça parce que le voyeurisme va être une thématique récurrente, et particulièrement sur le film que vous allez voir ce soir. Alors, donc sur l'affiche là, qui est vraiment affreuse, mais on reconnaît même pas De Niro, mais effectivement, il y a Robert De Niro dans ce film. C'est pas le premier film avec De Niro, parce que en fait, je vous disais, De Palma a fait plusieurs films dans les années 60, des courts-métrages, des petits documentaires. Il a fait un premier long-métrage en 65 qui s'appelle The Wedding Party, qui est un truc, on va dire, semi-professionnel quelque part, et dans lequel il a embauché De Niro, donc qui était à peine majeur, je crois, pour jouer. Et donc ça date de 65. Ensuite, il a fait un autre film qui s'appelle Murder à la mode en 67. Je passe parce qu'on reviendra peut-être dessus plus tard, mais ce qui est important, c'est plutôt d'évoquer en 1968 Greetings, parce que iMom est la suite de ce film. Donc Greetings en 1968, c'est le premier succès de Palma. Il l'a tourné avec des bouts de ficelle, genre pour $15 000, enfin très très peu d'argent, plus les frais de labo. Et en fait, c'est un film, typiquement un film indépendant new-yorkais, qui est pris dans l'atmosphère contre-culturelle de l'époque, et qui parle en fait de trois jeunes new-yorkais étudiants, bohèmes, enfin voilà, et ça parle de leur vie et notamment de leur but dans la vie, qui est d'éviter la conscription pour le Vietnam. Donc ils n'arrêtent pas d'échafauder des plans pour se faire réformer. Et parmi ces trois jeunes, en fait, il y a un personnage qui s'appelle John Rubin, qui est interprété par De Niro, et qui s'intéresse beaucoup en fait à tout ce qui tourne autour du voyeurisme, qui commence déjà en fait à développer ce qu'il appelle le peep art, c'est-à-dire de filmer de se mettre en position de voyeur et ensuite de vendre les films en fait. Donc c'est les premières tentatives, et ce film Greetings en fait a eu énormément de succès, hein. Ça a rapporté $1 million, donc c'était assez impressionnant. Ça l'a fait connaître, De Palma. Il a eu un prix à Berlin, donc c'est un film qui est assez notable pour ça.
Dans le film, il y a aussi, donc, je dis, il y a 3 habits. Donc, il y a De Niro, le voyeur, il y a l'obsédé des complots, de la théorie du complot autour de JFK, et puis il y a un type en fait qui passe son temps à faire des rendez-vous avec des rendez-vous galants en fait programmés par ordinateur. Donc, le film s'organise autour de ces 3 personnages. Donc, je vous recommande de le voir. Ce film-là devait s'appeler Sons of Greetings. Et finalement, bon, ils l'ont appelé iMom, mais il a été produit un petit peu dans les mêmes conditions financières, avec très très peu d'argent. Et il reprend l'histoire principalement donc, du personnage interprété par De Niro, John Rubin, qui à la fin de Greetings en fait, n'arrive pas à éviter la conscription et qui est expédié au Vietnam. Et donc là, au début, vous allez le retrouver dans ce film, qui revient... là, du coup, c'est une information que je vous donne parce qu'elle n'est pas forcément bien explicitée, mais il revient du Vietnam. Et donc, voilà, on sent bien que ça ne l'a pas aidé à mettre de l'ordre dans ses idées. Et ça l'a plutôt conforté dans ses, on va dire, dans ses obsessions qui tournent autour du voyeurisme. Et donc, le film va être construit en grande partie autour de ça. Juste petite parenthèse, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que dans ce film, vous allez voir une préfiguration du personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver. C'est-à-dire qu'il y a un peu un même schéma autour de ça. Personnage qui revient du Vietnam, un peu détraqué, et vous allez repérer sans doute quelques scènes dans le film en fait qui préfigurent ce qui va se passer dans Taxi Driver. C'est assez amusant. Voilà. Ceci dit, bon, quand on parle de voyeurisme, tout de suite on s'imagine que c'est super glauque, et c'est vrai. Mais dans ce film-là, il y a énormément d'humour. Ce qu'on perçoit pas toujours en fait, c'est que De Palma est un grand satiriste en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est toujours présent dans ses films. Et dans celui-là, en fait, c'est plus présent que par la suite, je trouve. Et c'est ce qui rend le film très, 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 très amusant. Alors, par contre, c'est un film qui est... qui reflète également l'ambition de Palma à l'époque d'être une sorte de Jean-Luc Godard new-yorkais. Donc, c'est-à-dire qu'il va passer tout le film en fait à essayer de déconstruire complètement la narration, de déconstruire également en fait la question cinématographique en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un film qui est à la fois un côté très terre-à-terre, très drôle, et en même temps qui est quand même quelque part très théorique sur le médium lui-même, quoi. Et donc vous allez voir qu'il y a ce côté un peu, on va dire, godardien, qui questionne la société, le rapport aux images, etc. Et puis un côté un peu Hitchcock, mais ça on en reparlera, parce qu'il y a déjà en fait dans le voyeurisme en fait. Et bien évidemment, on va ramener la référence à Fenêtre sur cour. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'ingrédients, tout ça. J'espère que le film vous plaira, qu'il vous fera rire aussi, et puis que surtout, on pourra peut-être en rediscuter après, que vous aurez beaucoup de remarques à faire. Et qu'on pourra échanger. Voilà. Je vous souhaite une très bonne projection. Le film est très rarement montré en salle, et c'est une copie restaurée. Voilà. Bonne soirée. Bon, alors, ça va, tout le monde s'est remis du Be Black Baby. C'est un sacré morceau quand même. Je pense que c'est un film assez déroutant quand même, même quand on connaît De Palma. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient déjà vu, ce film? Ah ouais, donc découverte. Super, alors... Parce que là, il y a des gens qui sont partis, j'aime pas du tout. Mais moi, ça fait, évidemment, plusieurs fois que je le vois, mais j'avoue que la première fois que je l'ai vu... ça m'a drôlement secoué quand même, notamment évidemment le passage de vrai faux reportage télé qui s'appelle donc, le moment de la pièce de théâtre Big Black Baby. Mais j'imagine qu'on en reparlera, vous aurez sans doute des remarques à faire. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir là tout de suite, peut-être il faut le temps de digérer un peu, quoi. Et puis voilà, moi j'ai peut-être commencé à vous avancer quelques arguments, et puis vous pouvez intervenir dès que vous voulez, bien sûr. Alors moi c'est un film que je trouve vraiment encore stupéfiant aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas du tout où ça va. Enfin, c'est vrai quand même, depuis le début on se dit mais oui, au début effectivement on voit qu'il veut faire son film pour faire de l'argent, son film érotique, voyeur, etc.
mais en fait, tout de suite, on voit bien que ça bifurque dans tous les sens. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire. C'est assez difficile à résumer quand même comme film. On commence par, à la limite, raconter voilà, le début. On peut raconter Big Black Baby, mais en fait, les deux ensemble, on ne sait pas trop tout de suite ce que ça vient faire. Il y a la partie terroriste à la fin. Ça fait quand même voilà, un truc assez incroyable. Et pourtant, ça forme un tout, en fait, finalement, que je trouve assez cohérent, mais qui fonctionne pas à un niveau narratif classique, je crois. Alors, on a, de toute façon, on a le personnage de John Rubin, en fait, de Robert De Niro, effectivement. Alors, avant d'entrer dans l'histoire, vous avez peut-être reconnu les moments Taxi Driver dans le film avec la veste de soldat Vietnam, quand il tire sur la télé, c'est un peu, et puis à la fin aussi, quand il fait ses commentaires sur la société, la société dans laquelle il est revenu, qui est dans un état délabrement, etc. Alors, bref, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. C'est assez amusant de savoir que voilà, plus de 6 ans avant, il y a ce personnage qui est en gestation et que, par une certaine ironie, en fait, De Palma aurait dû réaliser Taxi Driver puisque Paul Schrader lui avait donné le scénario et il avait trouvé qu'il n'y avait pas assez de potentiel commercial et il l'avait refilé à Scorsese, en fait. Donc, c'est marrant. Enfin bon, en tout cas, là, on est en 70 et il réalise ce film et je crois que voilà, en termes narratifs, il y a effectivement, on commence sur cette histoire de personnage qui veut faire de l'argent avec un film érotique, avec son idée d'accoler ça finalement à sa propre déviance, en fait, sa passion pour le voyeurisme. Mais finalement, c'est un échec et le film en fait est une succession comme ça d'échecs que le personnage va encaisser et à la suite desquels en fait le récit va bifurquer. Donc c'est un truc très étrange et finalement je crois que peut-être la seule façon de trouver une cohérence à tout ça, c'est de se dire que c'est plus un parcours en fait par rapport à la position qu'on occupe par rapport à l'image, en fait. C'est-à-dire que lui, en fait, il est une sorte d'homme cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'il commence par être donc réalisateur amateur, caméraman, si on veut. Mais après, il devient acteur, puisqu'il passe de l'autre côté de l'écran quand il va dans l'appartement en face. Après, donc, il y a le côté spectateur avec la télévision. Ensuite, il va devenir flic, etc. Donc, en fait, il occupe un peu tous les postes. Et finalement, nous, en tant que spectateurs, on est aussi un peu sollicités de ce côté-là. Le film, en fait, nous challenge d'une certaine manière sur la place qu'on occupe et sur le regard qu'on a par rapport au type d'image qui nous est présenté. Au début, on a l'impression de voir un film relativement classique, mais très vite, il y a des régimes d'images qui vont se présenter, qui vont être assez déroutants. Il y a cette émission à la télévision. Alors moi, je ne sais pas vous, mais quand j'ai vu pour la première fois, j'ai été assez perdu, en fait. C'est-à-dire que parfois, je ne savais plus très bien ce qu'on regardait, en fait. Est-ce que c'était alors un reportage? En fait, c'est enchaîné à partir d'une séquence où De Niro achète son minuteur, en fait, on passe dans l'écran d'une télé, après on ressent, on revient chez lui, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué à suivre. Mais tout ça, en fait, nous comment dire, est une suite en fait de questionnements de notre rapport aux images, je pense. Et alors ce que j'aime beaucoup, moi, en fait, pour revenir au début du film, pour essayer de dire les choses le plus simplement possible, parce que finalement, c'est un film assez compliqué, je pense, sur son discours. Au début du film, j'aime beaucoup, déjà ça fait beaucoup rire en fait, cette séquence quand il veut louer un appartement à New York et que c'est le truc le plus miteux du monde et que quand il arrive face à l'immeuble, en fait, objet de tous ses fantasmes, il dit je prends quel que soit le prix. Et là on a cette façade de HLM avec une multitude de fenêtres. Et évidemment, là tout de suite, je vous parlais d'Hitchcock et de Fenêtre sur cour avant le début du film. Et évidemment, en fait, ce dispositif renvoie à Fenêtre sur cour. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 15 années à peu près qui séparent les deux films, beaucoup de choses ont changé. Et en premier lieu, tout simplement le nombre de fenêtres à disposition du voyeur. C'est-à-dire que dans le film d'Hitchcock, le personnage est dans une cour d'immeuble
relativement petite par rapport à ce qu'on voit, et puis avec assez peu d'histoire finalement en face de lui. Tandis que là, il y a une myriade en fait de fenêtres qui offrent potentiellement des histoires différentes, ou justement des endroits où il peut projeter ses propres fantasmes, comme dans le film d'Hitchcock. Et si vous voulez, d'une certaine manière, le film en fait nous montre qu'on est dans un temps relativement court, en fait, 15 ans, eh bien la société américaine, en fait, a un rapport aux images qui a évolué à vitesse grand V. On est en plein dans les 30 Glorieuses. Bon, voilà, les objets de consommation se multiplient, les gens peuvent acheter des caméras Super 8, ça se démocratise, et on a une démultiplication en fait des images à la télévision, au cinéma et chez soi en fait, partout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est passé encore à un autre régime avec les smartphones, etc. Mais quelque part ça reste une question actuelle et je trouve que le film est très fort en fait pour nous faire ressentir en fait cette démultiplication des images qui je disais, se démocratise et en même temps qui devient elle-même en fait une marchandise, quoi. Parce que dès le début, il a dans sa main la carte, je sais plus quoi, faites de l'argent avec un film, etc. Donc en fait, il y a ce discours-là en fait qu'il arrive, enfin cette manière de ce rapport aux images en fait finalement qui est dans la société américaine, que De Palma arrive bien à capter et à incarner dans le personnage de John Rubin, enfin d'une manière évidemment un peu extrême, mais qui est quand même là. Et il y a surtout aussi ce rapport au voyeurisme en fait qui a complètement changé, puisque dans le film d'Hitchcock, évidemment, il y a la notion de tuabilité en fait qui est là, qui est très présente. On est quand même encore dans le cinéma hollywoodien classique. Et là, en 70, on sent bien qu'il y a plein de choses qui ont sauté. Les années 60, vous savez tous que là, en fait, si vous voulez, on peut à la limite même définir le film comme ça. La première partie, ça va être la question de la libération sexuelle. Donc, chapitre, voilà, érotisme, pornographie, accessible à tous. Et puis, deuxième partie, ça va être la question des droits civiques avec les Black Panthers, les droits des Noirs, etc. Et puis la suite, en fait, qui s'amorce déjà avec la fuite en avant dans le terrorisme, etc. Et donc oui, effectivement, par rapport au voyeurisme, c'est très étonnant, en fait, ce rapport complètement décomplexé que nous présente De Palma, qui, je trouve, est encore choquant quand même aujourd'hui, mais qui produit quelque chose de très drôle aussi, en fait, hein, parce que toute la petite intrigue en fait avec le personnage de Judy en fait qui doit aller séduire et minuter en fait la séduction, etc. Jusqu'à l'ironie finale du sketch où la caméra finalement va filmer le personnage du bas qui est en train de se peindre en noir, sauf l'endroit effectivement qui vous a fait rire, je crois. Donc c'est là où justement le récit se permet de bifurquer en fait en changeant de case, et c'est ça qui est assez ce qui est assez incroyable dans le film, c'est qu'il se permet de faire des trucs, comment dire, qu'on fait pas normalement dans un film, en fait, de sauter comme ça d'une histoire à une autre de manière quasiment arbitraire, quoi. Alors à cet endroit, petite parenthèse, puisqu'on parle de comment dire, de questions de censure, hein, finalement, puisque alors bon, le codex est encore en fonction à cette époque-là, mais il a quasiment plus appliqué. Ce qui fait qu'effectivement on peut pousser les curseurs assez loin en termes de violence et de sexe. Malgré tout, dans son film précédent, De Palma, dans Greetings, il avait écopé d'un X. Alors c'était le X avant le cinéma pornographique, hein, donc c'était un peu spécial. Mais parce qu'il avait filmé en accéléré en fait des rapports sexuels, un peu comme dans Orange Mécanique, si vous voulez, avant Orange Mécanique. Et là, donc, quand on arrive sur le passage du photographe qui s'appelle Guérit, qui se peint tout en noir, sauf le sexe, De Palma, en fait, avait filmé le moment où il se peignait le sexe, et je crois que là, c'est coupé, en fait. Enfin voilà, il a enlevé juste un petit passage, et donc pour l'anecdote, c'est ça qui lui a permis d'échapper au X, quoi. Voilà, donc pour alors, mais de toute façon, en fait, là où je veux en venir, si vous voulez, c'est que finalement, de toute façon, De Palma, on le sent déjà, en fait, avec ce film. La vraie question qu'il pose, au fond, c'est celle de notre rapport au réel.
Et le constat assez désespéré qui ressort de ce film, c'est que, je crois, l'Amérique a complètement perdu le contact avec la réalité, puisqu'en fait, la seule façon en fait, d'essayer de toucher ce qui est réel, en fait, de l'atteindre, d'avoir une relation avec, c'est forcément par la médiation d'une image. Et dans le film, en fait, c'est tout le temps ça. Et de manière complètement pathologique pour John Rubin, puisque en fait, pour avoir une relation amoureuse, sexuelle, en fait, finalement, il est quand même obligé de passer par tout ce stratagème incroyable, parce que bon, son histoire de Pip Art, on voit bien que c'est n'importe quoi, et qu'il a peut-être aussi inventé ça aussi pour se faire des plans drague. Mais il y a, comment dire, également tout ce qu'on voit au niveau de la séquence Big Black Baby, tout ça est vu à travers un écran de télévision. En fait, il y a très peu de moments dans le film en fait, où on a le sentiment, si vous voulez, qui est d'être en prise avec la réalité. Parce que la question de rendre compte de la réalité d'une manière en fait brute ou naturelle, en fait, c'était vraiment une question importante dans les années 60, puisque c'est ce qui a quand même beaucoup motivé les nouvelles vagues. En fait, c'était d'arrêter de tourner en studio avec des décors artificiels, etc., et d'aller montrer ce qui se passait réellement dans la rue. C'est un des gros enjeux en fait de ces mouvements cinématographiques. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce film, on a ce questionnement, mais en fait, tout est comment dire, perverti finalement par ce prisme de l'image en fait, qui casse tout. Parce que chez De Palma, contrairement à Godard qui disait le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde, Godard lui dit non, c'est le mensonge 24 fois par seconde en fait. C'est-à-dire que chez De Palma en fait l'image est toujours est toujours une construction, elle renferme toujours un piège de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et elle peut pas être en fait un pur enregistrement de la réalité en fait. Donc c'est une conception du cinéma qui est particulière, mais qui s'enracine un petit peu aussi. Bon, ça on en reparlera peut-être dans les séances prochaines, mais qu'on doit comprendre aussi un petit peu en écho en fait à l'affaire JFK, avec l'assassinat du président Kennedy en 63, qui a été donc filmé par un passant qui s'appelait Zapruder et qui a filmé ça en Super 8, et ça a donné un film mythique qui a filmé en fait le président touché par les balles. C'était donc si vous voulez, une preuve potentielle en fait pour analyser, enfin une possibilité, enfin en tout cas d'analyser précisément ce qui s'était passé. Et à la suite de ça, en fait, le film a été maintenu secret par la CIA pendant très longtemps, jusqu'au début des années 70, je crois. Et on a révélé au public certains photogrammes du film, ce qui a donné lieu en fait à énormément de théories du complot, puisque voilà, évidemment, on avait l'impression qu'on cachait en fait des choses au public, puisque le film n'était pas rendu accessible. Et dans le film Greetings, en fait, juste avant celui-là, De Palma en fait explore cette question à travers le personnage qui est obsédé par les théories du complot sur JFK, et De Palma pose la question justement des images en tant qu'outil finalement pour apporter des preuves, et il renvoie au film de Blow Up d'Antonioni, dans lequel en fait un photographe est témoin d'un meurtre dans un parc. Et il a pris une photo, en fait, et quand il rentre chez lui, il développe la photo et il essaye de l'agrandir pour essayer de trouver des indices dessus. Et il pense qu'à force de l'agrandir, il finira par trouver un indice. Et en fait, plus on agrandit la photo, et plus on voit flou, et plus on ne sait plus en fait ce qu'on cherche. Et donc, voilà, la leçon que retient De Palma de tout ça, c'est que quoi que vous fassiez, en fait, que vous agrandissiez l'image au maximum, vous arrivez à du flou, et si vous la démultipliez au maximum, si vous en prenez 100 points de vue, vous n'aurez pas forcément la vérité non plus, quoi. Et donc tous ces questionnements-là, en fait, se retrouvent donc dans Greetings et un petit peu dans ce film-là. Alors, comment dire, là on arrive aussi à la question de
on est dans les années 60, donc De Palma s'inscrit dans un cinéma qui est anti-establishment, on appelle ça quand même, et donc il essaye d'une certaine manière quand même de changer la société d'une certaine manière en fait, et de produire des images en fait qui vont faire bouger les gens, qui vont leur faire prendre conscience de certaines choses, et entre autres donc effectivement de la question de l'oppression des Noirs aux États-Unis. Et donc c'est pour ça que vous avez ce segment en fait, Big Black Baby, qui est hyper intelligent parce que à la fois il prend à bras le corps en fait le problème, et en même temps c'est une satire en fait de ce qui se pratiquait comme forme théâtrale à l'époque, de théâtre, comment on appelle ça, immersif, enfin d'expérience théâtrale dans laquelle en fait on fait sauter la rampe et puis on mélange le public avec les acteurs. Et ce qui est génial, c'est que en fait, quand on regarde ce vrai faux reportage, en fait, moi j'ai vraiment eu cette impression, et même à la deuxième, troisième vision, de plus du tout savoir en fait si c'est vrai ou si c'est faux, quoi. Il y a des moments en fait de violence qu'on atteint qui sont extrêmement dérangeants, je trouve, encore aujourd'hui. On a un doute, est-ce qu'elle se fait vraiment violer? Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais en fait on ne sait pas vraiment parce que c'est très bien fait, c'est mal éclairé, etc. Et à la fin tout le monde ressort. Et ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, on dit voilà, c'est fini, donc on sort de l'expérience. Et puis là, pouf, tout d'un coup, en fait, tout le monde retrouve sa place en fait de sociale habituelle. Les blancs redeviennent blancs, etc. Et puis, du coup, ils reprennent leur position, ou ils vont faire le commentaire. Oui, alors bon, non, mais c'était vachement intéressant, etc. Je le recommanderais à mes amis. Enfin, le truc absolument, incroyable. Et du coup, on entend les Noirs dire non, mais ils ont, en fait, ça n'a pas marché. En fait, ils n'ont rien compris, etc. Donc c'est le truc désespérant. Mais je trouve que la manière dont tout ça est amené est hyper intelligente, quoi. Enfin, mais c'est aussi un peu désespéré, c'est ça le problème. C'est-à-dire que De Palma n'a pas du tout de solution à proposer derrière. C'est pour ça qu'après il y a la fuite en avant dans le terrorisme, justement. Et puis, peut-être pour finir, pour ce que je peux dire pour l'instant, sur ce final qui est aussi quand même pareil, un petit peu déroutant, ce fameux I'm Home qui donne le titre du film. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve que quand on voit le film au début, on ne comprend pas forcément en fait, le sens de terminer le film sur cette espèce d'expression triviale. On se dit mais qu'est-ce qui lui prend à De Niro en fait? On sait qu'il est devenu un peu barjot, mais c'est très très bizarre en fait. Déjà on le voit revenir avec son costume du Vietnam et tout ça. Moi il me semble en fait qu'il faut comprendre en fait cette expression prise dans le régime en fait des images, et dans cette suite en fait de production d'images qui est prise dans un système médiatique qui est donc majoritairement la télévision, dans laquelle effectivement on va faire des reportages, on va montrer des trucs horribles qui se sont passés au Vietnam parce qu'on est en 70. Après ça va être pourquoi pas effectivement donc il y a un reportage sur l'expérience théâtrale, mais ça peut être des reportages sur des émeutes, enfin que sais-je, des trucs hyper violents et très très forts. Et puis d'un seul coup, on va passer, je sais pas, un jeu télévisé où il y a un type qui est dans un reportage et qui dit bonjour maman, parce qu'en fait la télévision c'est ça aussi, c'est cette usine en fait à finalement égaliser tous les sujets et finalement à tout neutraliser en fait. Et le high mom à la fin, c'est cette manière pour De Palma de dire, de toute façon, c'est impossible en fait de subvertir le système des images aux États-Unis, parce que de toute façon, ça se finira toujours par bonjour maman à la télé, quoi, en gros. Moi, je le comprends comme ça, et je trouve ça hyper fort, en fait. Et en y repensant, en fait, je vous parlais avant le film, en fait, de Easy Rider. Je vous ai évoqué Easy Rider, qui est sorti en 69, donc très peu de temps avant, et qui est un des films qui ont lancé quand même le nouvel Hollywood, et qui est une sorte de condensé en fait de la contre-culture, la culture hippie, etc.
et qui contenait en fait dedans une phrase que Jean-Baptiste Toré a beaucoup commentée et qui est dite par Peter Fonda, qui est We Blew It, qui est on a tout foutu en l'air. Et en fait, bon, si vous reprenez les articles de Jean-Baptiste Toré, je pense que voilà, vous verrez en fait que ce qu'il explique, c'est que ce film-là, qui portait toutes ces valeurs de la contre-culture, tout cet espoir finalement de retrouver une liberté dans une Amérique devenue ultra-consumériste, conservatrice, etc. Eh bien, ce film contenait aussi en fait son propre échec déjà. Et cette phrase We blew it, on a tout foiré, c'était en fait presque quasiment une prescience de ce qui allait arriver juste après. C'est-à-dire que de toute façon, le rêve hippie a tourné au cauchemar assez vite, quoi. Et à mon avis, De Palma, dans I'm Home, il fait un petit peu la même chose à la fin. C'est-à-dire que l'expression I'm Home, c'est un peu son We blew it, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quoi qu'on fasse, de toute façon, toutes les images produites seront récupérées par le système. Si ce sont des images, d'ordre érotique, enfin, qui cherchent à nous libérer sexuellement, elles vont être avalées par le système marchand, c'est-à-dire, en l'occurrence, la pornographie, hein, tout simplement. Et puis, sinon, ça va être la télévision, tout va être avalé dans le consumérisme, en fait. Donc, voilà. Bon, c'est pas un constat super joyeux, quoi. mais je crois que c'est celui-là. Et c'est vraiment... Alors... je trouve ça bien qu'on enchaîne en fait la prochaine fois avec Phantom of the Paradise, parce que ça va être vraiment la question centrale de Phantom of the Paradise, ça, la question de de la manière dont le système en fait recycle toute contestation. Voilà, Phantom of the Paradise se situe dans l'industrie musicale, mais il est un commentaire permanent sur la manière dont dont le système en fait recycle toute critique. Bon, c'est un truc qui est dans un film plus commercial pour le coup, Phantom of the Paradise, qui est plus agréable à regarder en fait. Parce que celui-là est quand même rude, il fait pas de cadeau, quoi. Mais voilà, je trouve que ça valait le coup quand même de commencer avec ça. J'espère que ça vous a pas dégoûté de Palma mais c'est vrai que, alors si vous avez aimé, voyez Greetings, qui est très chouette, mais qui est pas, Greetings, c'est plus une chronique en fait qui est moins construite, hein, c'est plus des scénettes qui sont un peu alignées et qui sont toutes très savoureuses, mais celui-là, on sent qu'il y a une construction qui est beaucoup plus aboutie, quoi. Et juste après celui-là, De Palma va partir à Hollywood faire une première expérience de long métrage. Qui va mal se passer justement avec la Warner. C'est un film qui s'appelle Get to Know Your Rabbit avec Orson Welles, qui était le pauvre en train de cachetonner à droite à gauche, et le film en fait a été repris des mains de De Palma, remonté, on a retourné des scènes, etc. Enfin, on lui a complètement bousillé son film, et ça a été une très mauvaise expérience pour lui. Et c'est à la suite de ça en fait qu'il va essayer de réfléchir à comment faire pour qu'on lui donne les moyens de faire des films qui marchent. Donc il faut que ce soit des films un peu commerciaux quand même. Et c'est là qu'il va se tourner quand même vers le thriller un peu Hitchcockien. C'est là qu'il va faire Sort de sang, Sisters, où il va reprendre toute la grammaire, les thématiques Hitchcockiennes. Et ça va être le début du De Palma tel qu'on le connaît bien, et voilà, et après on en reparlera, quoi. Mais voilà. Du coup j'ai parlé énormément, mais je sais pas si quelqu'un veut faire une remarque, vous avez une question. J'ai eu l'impression qu'à la fin du film, on revenait au début, parce que tous ces décombres, ça me rappelait le propriétaire au début qui récupère une bouteille dans cette espèce d'amas, on ne sait pas ce que c'est de bazar, décharge, des meubles, etc. Ouais. Et sur la fin, c'était meuble qui s'est écroulé, donc après l'explosion. On a l'impression que c'est ce bordel qu'il y avait au départ et qu'on reprend le film au début. On a l'impression qu'à la fin, ça ferme une boucle. Donc oui, c'est cet effet de boucle en fait que forme le film, effectivement.
C'est très juste, commentaire sur les décombres qui sont au début et qui sont à la fin. Je pense que ça, à mon avis, ça se raccorde assez bien avec l'idée justement de, à la fois de la récupération de toute contestation, du recyclage de toute façon, et que en fait, on peut le dire comme ça, le capitalisme de toute façon va détruire pour reconstruire, et puis tu retrouves toujours un moyen d'exploiter en fait. Donc oui, c'est ça, c'est tout à fait, oui, on peut le voir comme ça. Ouais. On a l'impression dans le film, c'est cette femme qui achète une caméra dans le même magasin que lui, et qu'on retrouve après refaire puis en plus elle a vraiment une tête d'actrice plus que la fille qui va draguer finalement. Moi j'avais l'impression que c'était entre eux qu'il allait se passer quelque chose. Ouais. Cette femme que nous rencontrons en fait dans le magasin de caméras, et c'est un moment génial parce qu'il nous apprend à nous servir d'une caméra finalement, enfin film de Palma, donc c'est très drôle, très rigolo. Et elle fait son journal intime filmé dans son appartement, mais finalement c'est une possibilité d'histoire qui est amorcée, mais qui n'est pas continuée. Et c'est ça aussi où le film est parfois un peu déroutant, c'est qu'il part là-dedans, mais il va dans autre chose. Non, alors l'actrice, écoutez, je sais plus en fait son nom. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'actrice qui joue Judy, en fait, celle que De Niro va draguer, c'est Jennifer Salt. Et par contre, elle, c'est une actrice qui a accompagné De Palma sur plusieurs films. Elle était, alors je ne sais plus si c'était en Greetings ou le précédent, mais on la retrouve dans Sisters, dans Sœurs de sang. Elle aura un rôle assez important. Voilà. Oui. Par rapport à sa carrière, De Palma, il a fait son dernier film qui s'appelait Domino, mais il n'est même pas sorti au cinéma. Et pourquoi un cinéaste talentueux comme lui et ses autres collègues, certains, n'arrive plus ou pas, ou c'est difficile de faire des films aujourd'hui à l'heure actuelle à Hollywood? Alors pourquoi il n'arrive plus à faire de films, ou alors dans de très mauvaises conditions? En fait, de ce que je sais, De Palma, son dernier film Domino en fait, a été produit en Europe, mais produit dans des très mauvaises conditions. Est-ce que c'est par des mauvais producteurs? Enfin, en tout cas, il y avait des problèmes d'argent. Et il a tourné un petit peu au petit bonheur comme il pouvait, en s'arrêtant, en recommençant, etc. Apparemment, c'était un vrai calvaire. Et le film, quoi qu'il en soit, est quand même pas très bon, au final, il me semble. Après, la vérité, c'est que, enfin, en tout cas, c'est mon avis, il y a beaucoup de cinéastes comme lui qui ont quand même eu le haut de leur carrière, en fait, dans les années 80, 70-80. On peut citer Carpenter, on peut citer, je sais pas, il y en a d'autres en fait qui sont plus dans le domaine du fantastique horreur, je sais pas, Romero ou Argento, tout ça, et qui ont eu ce moment très très haut dans leur carrière, et au moment où ça décline finalement, aux années 90, ils ont une reconnaissance critique. Et puis ils commencent à faire des films pas très bons en fait, de moins en moins bons. Et on en discutait tout à l'heure en fait avant le film. Il y a des gens comme Scorsese en fait qui ont réussi à continuer à faire des films, alors qu'on peut peut-être juger parfois inégaux en fait, voilà, mais quand même il me semble que Scorsese jusqu'à aujourd'hui a quand même réussi à maintenir un niveau en fait artistique assez impressionnant. Ça c'est mon avis, mais peut-être parce qu'il a su justement entretenir des bonnes relations pour obtenir de l'argent avec les studios, les producteurs. Ça je ne sais pas exactement. Ce que je peux vous dire, c'est que De Palma, lui, par contre, contrairement à des gens comme Eastwood en fait, Eastwood, pourquoi il dure, pourquoi à 90 ans alors qu'il peut à peine tenir debout, il fait encore des films, c'est parce qu'en fait il avait monté sa propre société de production très très tôt, à la fin des années 60, Malpazzo, et que du coup il est bien entouré, c'est-à-dire qu'en fait il a une équipe autour de lui, il a des fidèles, etc. De Palma n'a pas construit ça, lui, il a changé de studio très très souvent en fait. Donc donc ce qui fait que à un moment donné, je pense que peut-être il y a ce problème-là, effectivement, d'avoir des fidèles autour de soi qui sont là, qui répondent présents. Mais c'est ceux qui durent, c'est ceux qui arrivent à organiser autour d'eux de quoi continuer. Hein. C'est comme Spielberg ou enfin voilà, il me semble. En fait, le truc, c'est que quand même, faut voir que De Palma a mis beaucoup de temps avant de rencontrer un vrai succès commercial. C'est-à-dire que autant je vous disais tout à l'heure, Greetings en fait était un succès commercial, mais à l'échelle du cinéma indépendant. C'est-à-dire qu'il avait coûté vraiment rien du tout. Il avait rapporté $1 million, mais $1 million, quoi. C'est pas non plus comment dire. De Palma ensuite a fait des productions comme Phantom of Paradise ou Sœurs de sang. C'est des productions indépendantes, c'est-à-dire qu'en fait il rassemblait l'argent, il tournait et ensuite il allait vendre le film au studio. Donc il prenait un risque énorme en fait.
c'était pas du tout un réalisateur de studio à qui on passait le scénario et qu'il avait un contrat sur 5-10 ans comme les réalisateurs de l'âge d'or. Donc c'est une position assez compliquée et il a fallu quand même attendre Carrie avant qu'il ait un vrai succès commercial. Carrie, c'est un vrai carton. Et à partir de là, en fait, on a commencé à vraiment le prendre au sérieux en termes commerciaux et qu'on lui a ouvert les portes des studios et qu'il a pu faire des films plus chers, plus ambitieux, quoi. Et c'est après, quand même, qu'on a des Blowout, Pulsion et bien sûr, surtout Scarface, qui est quand même, bon, pour le coup, Scarface, très impressionnant, je veux dire, en termes de moyens. Et même Body Double, qui est peut-être moins spectaculaire, mais qui est un film, en fait, qui a mine de rien, demandé pas mal de moyens, enfin en tout cas qui s'est donné les moyens de faire ce qu'il voulait faire. Voilà, les Incorruptibles, les choses comme ça, quoi, jusqu'à même L'Impasse, en fait. L'Impasse, c'est pas forcément un film très cher, mais c'est quand même avec des grandes stars. Ça ressemble à un gros film de studio, quoi. Mais en tout cas, De Palma a toujours fait ce qu'il voulait. Il s'est jamais vendu, quoi. Enfin voilà, c'est un truc, c'est assez impressionnant. Et il y a bon, il a fait quelques mauvais films, bon, voilà. Mais il y a un film, peut-être, je vous parlais tout à l'heure un petit peu, je vous donnais des éléments biographiques. Il y a un film en 78 qu'il a tourné qui s'appelle Home Movies, donc film de famille en français, mais bon, le film n'est pas sorti en France, donc je ne crois pas qu'il y ait le titre français. C'est un film qu'il a tourné avec les étudiants du Sarah Lawrence College, où il a fait ses études d'art dramatique. Et il a tourné avec eux donc un film qui raconte en fait sa propre adolescence et sur un mode satirique. Et alors c'est de l'humour à la De Palma, donc il y en a que ça fait pas rire. Moi je trouve ça assez amusant. Et il raconte en fait tout ce que entre autres l'épisode que je vous racontais sur la manière dont il a espionné son père, etc. Et ses relations avec son frère. Et donc dedans, c'est assez étonnant. C'est un film en fait qui devait être un exercice d'étudiant au départ et qui a pris de l'ampleur et qui a comment dire suscité l'intérêt de Kirk Douglas. Et Kirk Douglas a mis de l'argent et il est venu jouer dans le film. Donc c'est devenu un film quand même avec des moyens et avec une star. Et c'est très amusant à voir. On peut le trouver en DVD. Voilà, ça vaut le coup. Voilà. Bon. Vous êtes tous encore un peu sonnés par l'expérience B-Black. Bon, enfin, en tout cas, merci d'être venus. Et puis, j'espère qu'on se reverra pour Phantom of the Paradise ou d'autres films. Voilà.